Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sie. Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission mensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, ici sur RCJ 94.8. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi au studio Adi Walter, réalisateur et scénariste. Son premier documentaire, coproduit par l'INA et TV5, Shalom Amigos, a reçu des prix du British Film Institute. Ensuite, il réalise plusieurs documentaires pour France Télévisions, Arte et Canal+, en parallèle de son travail comme scénariste avec des réalisateurs tels que Eric Toledano et Olivier Nakache et Michal Boganim. Son premier long-métrage, Shtetl, fait actuellement le tour des festivals et remporte des récompenses dans le monde entier, y compris le prix du public du festival Diasporama 2023, ici même à l'espace Rachi. Bonsoir, Adi Walter. Bonsoir. Alors, ma première question, la question la plus brûlante pour une émission qui s'intitule Yiddish Heint, Shtetl se passe entièrement en yiddish. Comment êtes-vous arrivé à l'idée de faire un long-métrage entier en yiddish ? Alors, ce film ne se dit pas ou ne se déploie pas que en yiddish. Il y a un petit peu d'ukrainien, je dirais à peu près 20%, et un petit peu de russe. Pour une raison simple qui était que je voulais aussi montrer dans le film la grande capacité multilingue qu'avaient effectivement les Juifs de l'Est, ou les Juifs d'Europe centrale, enfin, ou d'ailleurs les Juifs en général, quel que soit ça vaut aussi pour le monde séfarade. Donc, on voit à la fois des Juifs qui parlent l'ukrainien, on voit aussi des Ukrainiens qui parlent le yiddish, puisqu'en fait, en vérité, les paysans ukrainiens étaient parfaitement capables de parler yiddish. Pour répondre à votre question, j'allais dire qu'en fait, moi, j'ai pas décidé de faire un film sur le yiddish ou en yiddish. C'est-à-dire que moi, je voulais raconter une histoire. En vérité, mon propos, c'était qu'est-ce qui se passe dans un village 24 heures avant sa disparition, ou plus exactement sa destruction, avec toute la culture qu'en plus, évidemment, ce village et les gens qui y habitent portent. Donc, j'ai situé mon film en Ukraine, en vérité dans la nouvelle République soviétique d'Ukraine, qui était l'ancienne Galicie, pour ceux qui connaissent, hein, donc je pense que dans votre émission, les gens connaissent la Galicie, qui était auparavant la Pologne, et village qui se trouve en fait en vérité sur la ligne de frontière avec l'Allemagne nazie, qui est juste en face, enfin la Pologne occupée, puisque les deux entités sont séparées par une rivière. Donc moi j'ai situé ce village-là qui va être peut-être le premier village attaqué lors de l'opération Barbarossa. Je l'ai situé de ce côté-là, à cet endroit précis, parce que, voilà, historiquement, c'était là où je voulais le situer. Après, il était évident que ce film, j'allais le tourner en yiddish. Enfin, il n'y a jamais eu de discussion ou de débat sur ce point. Donc, est-ce que vous saviez déjà que le yiddish va figurer dès le départ, quand vous commencez à écrire le scénario, à rêver ce film, vous êtes au courant du fait qu'il y aura du yiddish? Oui, je suis bien au courant, puisque d'ailleurs, beaucoup d'abord des financiers, puis ensuite des producteurs sont au départ un peu inquiets mais assez rapidement, en fait, ils vont réaliser que c'est plutôt une force, que cette singularité, en fait, en vérité, plutôt une force. Le yiddish nous a, d'une certaine manière, beaucoup aidé, en fait, à financer le film. En fait, ce qu'on a cru être un obstacle, hein, s'est révélé être, en fait, une chance. Parce qu'en vérité, beaucoup de gens avaient envie d'entendre le yiddish, d'écouter du yiddish, de voir un film en yiddish. Alors, je crois que c'est Einstein qui dit que les idées sont jamais originales, elles sont toujours circulaires. C'est vrai que moi j'ai commencé à écrire mon film, il y avait, bien que je n'étais pas au courant vraiment à l'époque, j'avais pas vu cette série, mais il y avait Shtisel qui était en train de sortir, il y avait un orthodoxe, donc il y avait une ambiance comme ça, un truc qui était très, j'allais dire dans l'air du temps, à ce moment-là précis. Bien que je suis très méfiant avec l'idée du revival yiddish, mais ça on pourra en parler peut-être après. Donc oui, bien sûr, j'ai toujours rêvé, et c'est pas tellement que je l'ai rêvé, c'est-à-dire j'ai pensé ce film de A à Z en yiddish avec cet écueil-là, qui est que je ne suis pas à titre personnel yiddishophone,
et que donc s'est posé tout de suite la question, et ça beaucoup pour les producteurs, de comment j'allais diriger les acteurs en yiddish. En vérité, ça a été un faux problème, puisque, voilà, encore une fois, pour revenir à l'aspect multilingue, on était tous capables de se comprendre et de travailler cette matière en l'ayant bien préparée. Et justement, c'est très intéressant d'entendre un peu parler du tournage qui se passe dans une langue que j'imagine la plupart des acteurs ne parlent pas, ne maîtrisent pas en tout cas. Alors, est-ce que vous avez un conseiller linguistique? Comment se passent les répétitions? Oui, alors on a tout de suite recruté un conseiller artistique, là, donc Lily Rosen, qui avait justement été le coach sur la série Unorthodox. Série où, en vérité, l'actrice principale, Shira Haas, israélienne, ne connaissait pas un mot d'yiddish avant le tournage. Donc, on était... moi, j'allais dire que j'étais dans une configuration plus prospère, entre guillemets, parce que mon acteur principal, Moïse, était yiddishophone de naissance. Il est issu d'un milieu haredi. New-Yorkais, donc j'en avais comme ça quelques-uns sur le tournage. J'ai eu dans un rôle que j'aime beaucoup, le rôle du tavernier, le directeur du théâtre juif de Kiev. J'ai eu un acteur polonais qui était capable, lui, de jouer très bien en yiddish, parce qu'il avait fait beaucoup de théâtre yiddish en Pologne, d'origine juive. C'est pas toujours le cas, par ailleurs aussi. Et j'avais quand même aussi beaucoup d'acteurs qui avaient le yiddish dans un coin de leur tête. Alors ça, c'est un drôle de truc, parce que c'est assez étonnant. J'ai en particulier un acteur séfarade qui joue le rôle de Follier, qui est le rôle du chassid un petit peu mauvais. L'antagoniste. Bien qu'il n'est pas caricatural, je dis ça parce que j'ai aussi beaucoup d'amour pour la chassidoute, donc il ne s'agissait pas de faire des rôles ni des personnages caricaturaux, mais on en parlera une autre fois. Mais c'est vrai que cet acteur avait un arrière-grand-père, je crois, qui s'appelle Rouchman, de son nom de famille, et qui était yiddishophone. Et j'ai eu beaucoup d'acteurs comme ça, qui a un grand-père, qui a une grand-mère. Mon actrice principale, qui était d'Odessa, avait un grand-père qui était yiddishophone. Et donc, je dis le yiddish dans un coin de la tête. C'était bizarrement, ça revenait. Alors il y a une espèce de magie, il y a une espèce de mystère, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas comment, mais tout s'est passé de manière extrêmement organique et naturelle. Rares sont quand même les acteurs qui n'avaient pas, j'allais dire, d'ancêtres yiddishophones. J'ai quand même fait attention à cela quand j'ai préparé le casting. Et donc ce tournage se passe en Ukraine. Et il y a une spécialité aussi, enfin une spécificité de ce tournage, c'est que le tout est filmé dans un village, un shtetl. Et si j'ai bien compris, d'abord, vous avez voulu construire à nouveau un projet entier. Je vous laisse expliquer un peu l'arrière-fond de ce village, où en plus vous tournez en des plans séquences énormes. Oui, alors c'est vrai que vous avez en partie répondu à la question, c'est-à-dire que pour les besoins de la caméra, et en particulier pour la circulation de celle-ci, il était absolument nécessaire de construire en fait un décor. On ne pouvait pas comme ça s'installer dans un village qui de toute façon n'aurait pas existé, puisque les shtetls n'existent plus. Ou alors il y a quelques traces qui subsistent de ci, de là, mais souvent coulées dans du béton pour en faire des gymnases ou des maisons de la culture soviétique. Donc on a du mal, et ça c'est d'ailleurs toute l'Europe de l'Est qui donc retrouver les shtetls, c'est un projet archéologique qui n'était pas le mien. Donc en revanche, moi je suis très imprégné des lectures de Martin Buber, en particulier les récits racidiques, qui m'ont non seulement influencé, mais qui ont été assez déterminants dans ma formation, j'allais dire aussi intellectuelle et artistique, parce que ce sont les récits racidiques aussi pleins de vie, au sens comme la création peut l'être aussi, c'est-à-dire, donc c'était pour moi une ressource et une source extrêmement précieuse. Et il y avait toujours et en particulier quand il raconte, ou quand on raconte le Baal Shem Tov, le Besht, c'est toujours dans une forêt. C'est toujours dans une forêt, c'est toujours auprès de l'eau. C'est-à-dire, donc, ce que je disais dans la première partie tout à l'heure là, de notre dialogue, c'est-à-dire, je voulais situer le village
le village, auprès d'une rivière. Oui, mais j'avais aussi le visage du Baal Shem Tov en tête, qui était un éclusier, donc qui travaillait sur une écluse. Donc c'est très intéressant, ces immenses sages qui avaient des métiers très prosaïques. Enfin, Rachi qui était vigneron, le Baal Shem Tov qui était éclusier. Donc je voulais absolument que ce soit situé dans une forêt, au bord de l'eau. Voilà, parce que pour moi, le cœur de la Chassidoute, il est là. C'est des gens qui se promènent dans la forêt. C'était essentiel, et donc pour ce besoin-là, comme pour celui de la circulation de la caméra, il a fallu construire un shtetl. Il se trouve que on a construit une trentaine de maisons avec une équipe extraordinaire, parce que j'avais une équipe ukrainienne, et en particulier un production designer, comme on dit en anglais, donc qui est un peu plus qu'un chef déco, qui est vraiment une sorte de directeur artistique. Et on a étudié les sources qu'on avait à disposition pour recréer le plus fidèlement possible ce qu'était un shtetl, j'allais dire dans son universalité, parce que je n'ai pas fait un shtetl ukrainien. J'ai fait un shtetl avec des éléments dans lesquels pouvait se fondre ou se reconnaître toute l'Ashkénazie, d'une certaine manière. Donc de l'Alsace jusqu'à Vladivostok. C'est intéressant que vous remarquez cela, que vous êtes au courant du fait que vous n'avez pas construit un shtetl ukrainien. Parce que le film, en fait, il est... je dois dire par souci d'objectivité que j'ai fait le sous-titrage anglais, j'ai travaillé un peu sur le sous-titrage français, j'ai même fait des voix d'arrière-fond de yiddish. Vous connaissez bien le projet. Voilà, donc j'ai vu le film beaucoup de fois. Et à chaque fois, une chose m'étonnait, c'est que, bon, vous présentez ce village 24 heures avant l'arrivée des nazis, j'espère que je ne spoil rien, et il y a des bundistes, il y a des chassides, il y a des communistes, il y a des nationalistes, il y a de toutes sortes de points de vue, des idéologies, de spiritualité qui circulent, et parfois il y a des discussions soit politiques, soit théologiques, qui sont d'une complexité assez élevée. Et ça m'a impressionné que vous ayez relevé le défi de non seulement tourner un film principalement en langue, dans des langues étrangères pour un public français, mais aussi de passer à une scène qui dure 3-4 minutes sur une discussion théologique. Je pense notamment à quand Mendele et le Shoichet sont dans le Cheder à discuter des pilpulim, des grands rabbins. Et là, j'entends justement que c'est un film qui plonge vraiment dans le Chassidoute. Bien sûr. Alors, comment est-ce que vous voyez, vous vous situez par rapport à disons, le récit chassidique? En fait, en vérité, on a présenté le film à New York là, il y a quelques semaines. On était au Lincoln Center et c'était intéressant parce que je pouvais échanger là avec des Américains qui, un peu comme mes personnages, sont quand même baignés de chassidoute. C'est-à-dire que même quand ils ne sont pas ou quand ils ne sont plus chassidiques, c'est le layout, c'est le substrat, c'est quand même la culture, pas juste d'avant, mais c'est la culture souterraine. Enfin, c'est quelque chose qui vient de loin, des arrière-grands-parents, parfois même des arrière-arrière-grands-parents. Mais ça infuse, et c'est vrai que moi je réfute beaucoup l'opposition entre religieux et laïcs. Alors déjà pour une raison simple, c'est que je pense à titre personnel que laisser la religion aux ultra-religieux, c'est pas une bonne idée. Donc il y a des tas de religieux qui ne sont pas ultra-religieux, donc on n'a pas de Vatican dans le judaïsme, donc on n'a pas besoin de dire il y a des gens tout à fait pratiquants et tout à fait religieux à leur manière, j'allais dire, sans en faire démonstration. Et puis pour une deuxième raison, qui est que les personnages dans le film, dans Shtetl, sont imprégnés de culture religieuse. Donc ils sont imprégnés aussi des mécanismes de pensée hérités évidemment de l'étude, de la Gemara, bien sûr, mais aussi, du Talmud, mais aussi des formes de superstition, de magie, de croyances populaires, de forte aussi porosité avec le monde slave, très très importante.
Pour citer une porosité bien connue, l'alcoolisme par exemple, hein, qui est très important malheureusement dans certaines communautés, mais qui est un héritage direct aussi de la vodka qu'on buvait avec le voisin. Donc, et ça, c'est déjà dans les récits de Martin Buber, hein, les récits racidiques. Donc je pense que toutes ces oppositions religieux, laïques, presque d'une certaine manière même juifs, non-juifs, ou plus... C'est pas très relevant, comme on dit en anglais. Ça marche pas, parce qu'en fait, en vérité, c'est une zone grise, en fait, le shtetl. C'est une zone où tout le monde parle plusieurs langues, tout le monde est imprégné de cultures différentes, pas que la culture juive. La culture slave a aussi beaucoup imprégné les juifs dans ces régions-là, évidemment, des siècles et des siècles. Donc, je pense que les personnages sont le reflet de ça, contiennent tout cela, et pour répondre exactement à votre question, sont, même quand ils ne sont pas religieux, capables de soutenir des discussions, et c'était le cas dans les shtetl, de haut niveau, que ce soit théologique ou intellectuel, parce que ce monde était aussi passionné des débats politiques et idéologiques du temps. On va approfondir sur cette question. J'espère que je suis clair. Tout à fait, mais je vais vous poser des questions à la suite de ça, parce que le fait que les gens de shtetl ont été capables de maintenir des questions comme ça ne veut pas forcément dire que pour le cinéma, c'est évident de présenter des dialogues de ce niveau de complexité, je dirais. Mais on va en parler tout à l'heure. D'abord... Complexité, c'est vrai, et en même temps, parce que c'est assez naturel chez eux, et donc organique, ça pose jamais en fait de problème finalement au spectateur, parce qu'il se laisse porter par les discussions, sans parfois comprendre. Moi j'ai eu le cas, effectivement, j'ai beaucoup de spectateurs qui ne sont pas de confession juive, qui parfois peuvent être... mais vous voyez, je le dis souvent, pas pour me la raconter, pour dire ça... bêtement, mais c'est vrai qu'on a gagné le prix du public au Festival de Rome, qui est un festival majeur. Pas très juif, en plus. Et justement, je dis ça parce que c'était très intéressant de voir à quel point des Romains, parce que c'est un festival qui est très populaire en Italie, donc il y a beaucoup de gens et beaucoup de Romains. Et c'était étonnant de voir à quel point... et j'ai eu cette dame, mais à New York, cette fois-ci, qui est venue avec son mari, et qui m'a dit, bon, mon mari voulait absolument voir le film, etc. Il est d'origine juive ukrainienne, etc. Et elle me dit, moi, je suis sicilienne. Et elle me dit, mais moi j'ai vu tellement de choses dans ce film qui me font penser au monde de mes grands-parents en Sicile. C'est des mondes aussi paysans, par ailleurs, enfin paysans entre guillemets, mais qui sont des mondes avec des histoires simples, mais c'est pas parce qu'on a des histoires simples que les gens sont pas intelligents. Tout à fait. Une petite chanson avant de continuer, Mein Shtetl Belz, la célèbre chanson chantée en yiddish par un chanteur anonyme polonais en 1928. Mein Shtetl Belz. Mein Shtetl Belz, meine Heimele wie ich hab meine kindrische Jür verbracht. Sind ihr amul gewesen in Welt, meine Heimele Welt, meine Heimele wie ich hab mit die Kinderle dort gelacht. Jeden Schabes pfleg ich laufen dort mit dem chemisch Kleid. Sitzen hinter dem kleinen Beim alle lernen bei dem Tag. Welt, mein Shtetl Belz, meine Heimele wie ich hab gehad, die schöne Chaloime Sassad. Ich will auch der Zeiten geschwind. Ich will, ihr sollt wissen, alles hat Sinn, wie es seht euch durch die Welle,
was hat amul geglanzt, in wie es blieb, noch bis beimale, was ich auf Land. Mein Städtelewelt, meine Heimelewelt, wie ich hab meine kindische Jugend verbracht. Oh, sind ihr amul gewesen, mein Städtelewelt, mein Heimelewelt, ich hab mit die Kinderle Sorge gehabt. Jeden Schabbat pfleg ich laufen dort mit dem Chemisch Blei. Sitzen hinter dem kleinen Beimale, lernen bei dem Tag. Mein Städtelewelt, meine Heimelewelt, meine Heimele, wie Gott gehad, die schöne Chaläumes, Mein Städtel Belz, chanté par un chanteur anonyme polonais en 28. Je suis là au studio avec Adi Walter. Vous écoutez Yiddish Heinz sur RCJ 94.8. Quelques petites annonces avant qu'on continue avec notre discussion. À la Maison de la Culture Yiddish, week-end très très chargé, le 9 mars, 10 mars et 11 mars. Il y aura une rencontre autour du nouveau livre des Maisons de l'Antilope, le 9 mars. Un Shabbestisch animé par Annick Primargoulis vendredi le 10 mars. Et la Bibliothèque Medem ouvre ses portes le 11 mars pour le 50e anniversaire de la disparition de David Einhorn. Quelques petits rappels, vous pouvez tout trouver sur programme.paris.yiddish en ligne. Rebonsoir Adi Walter. Bonsoir. On discute de votre film Shtetl et justement on était en train de parler de l'influence du chassidisme, enfin du récit chassidique dans votre travail et le fait que chez vous il n'y a pas de noir et blanc, même si le film il est en noir et blanc. Et vous avez mentionné tout à l'heure le revival yiddish et pour moi, Shtetl, c'est un exemple de comment faire du cinéma en yiddish, que faire avec le yiddish aujourd'hui et montrer justement la fluidité, la mixité, le fait que ce monde-là, il nous permet aussi d'engager une sorte de pensée non binaire et multiple. Est-ce que c'est... Et dans vos œuvres précédentes aussi, on voit par exemple dans Shalom Amigos, vous racontez une histoire de l'opération de sauvetage très méconnue de Juifs pendant la guerre par un État, la République dominicaine. Donc on a des Juifs allemands qui arrivent en République dominicaine. Et autrichiens. Est-ce que vous pouvez en parler un peu de cette notion de justement ne pas se borner dans des postures intellectuelles, politiques, esthétiques même? C'est une question complexe parce que moi, je ne me situe pas du tout dans un revival yiddish. Pour être tout à fait franc, je ne suis même pas yiddishiste. Je veux dire, moi, j'ai appris, entre guillemets, le yiddish en faisant le film. C'est assez drôle, néanmoins, comment finalement, je réfléchissais en venant, en marchant avant de venir dans votre studio. M'est revenu comme ça une image de mes oncles. Mon premier contact avec le yiddish, je pense, parce que mes oncles, ils disaient toujours, il est schmatologue, en parlant de quelqu'un. Et ça les faisait beaucoup rire. Moi, je comprenais pas quand j'étais gamin ce que ça voulait dire, schmatologue. Mais quand même, j'ai eu, bizarrement,
comme certains juifs américains, par exemple, chez qui c'est beaucoup plus impressionnant parce que le yiddish est beaucoup plus resté dans les Américains en général, puisque les Américains utilisent du yiddish de ci, de là, pas mal en fait, en vérité. Mais voilà, ou par exemple, je sais que j'avais des arrière-grands-parents qui parlaient ce qu'on appelait le Juddeutsch, donc en fait, qui est cette espèce de juif allemand qu'on parlait en Alsace ou dans le bassin rhénan. Tout ça n'est pas très loin dans le fond, mais il n'y avait pas de volonté du tout chez moi de faire du yiddish pour faire du yiddish, pour le dire bêtement. Encore une fois. Pour moi, c'est indissociable de l'histoire de toute façon que je voulais raconter. Donc, il n'y avait pas de discussion là-dessus. Il fallait se saisir du yiddish et puis en faire la langue de ce film, non pas parce qu'elle était la langue du film, mais parce qu'elle était la langue des gens. Bon. Après, moi, à titre personnel, je suis assez méfiant sur les revivals, entre guillemets, du yiddish, ce qu'on appelle le yiddish revival, parce qu'il y a effectivement toute une foule de chanteurs, rappeurs, etc. Moi, je trouve, à titre personnel, beaucoup plus, et ça c'est parce que j'ai été très, j'allais dire, conseillé par Rachel Hertel, à qui j'ai soumis, c'est la première personne à qui j'ai fait lire mon scénario. C'était très important pour moi son regard. Bon, pour ceux qui ne savent pas qui c'est peut-être, de mon point de vue, la plus grande spécialiste mondiale du monde du shtetl. Elle a publié un livre que je conseille aux auditeurs de lire qui s'appelle La bourgade juive en Pologne. Et c'est vrai que le yiddish reste quand même une langue assassinée. Je veux dire, on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut, on peut se raconter tout ce qu'on veut. Néanmoins, s'il faut parler de revival, et pour citer Rachel Hertel, je trouve que son travail à elle est extraordinaire. C'est-à-dire, en fait, la traduction, la poésie, la littérature, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant sur le film. C'est-à-dire, moi, je crois que c'est là qu'il faut aller. C'est-à-dire, la redécouverte ou la découverte. Bon, je connaissais évidemment des auteurs yiddish, j'en avais lu, mais pas à ce point. Là, j'ai découvert une immense littérature. Immense littérature. Je pense par exemple à Lamed Shapiro, qui est un auteur que je ne connaissais pas. Je pense à d'autres écrivains que Rachel Hertel a publiés dans cette collection bouquins au Royaume Juif, 1 et 2. Même Bashevis Singer, Joshua, qui est aux États-Unis beaucoup plus connu qu'il n'est en France, ouais. Donc c'est très étrange ça, mais certains de ces romans qui ont été traduits finalement en France de manière assez, connus, on va dire, par le grand public de manière assez tardive. Mais il y a une littérature là qu'il faut absolument découvrir. Parce que là-dedans, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire sur la pensée non-binaire, sur la proposition esthétique, sur presque aussi une manière de voir la vie. Et ça, je crois que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la littérature yiddish. Parce que ça, un livre, c'est toujours vivant. Bon. Ça résonne tout à fait avec moi. Des gens qui rappent en yiddish, ça m'intéresse pas. Voilà, je le dis de manière hyper dure. Oui. Mais à titre, moi, personnel, ça m'intéresse pas. Après, très bien qu'il y ait des gens qui le fassent et qu'il y ait des gens qui aiment, je suis ravi. Mais c'est, je crois, une petite distorsion de la réalité que d'imaginer que c'est une langue vivante. Mais je suis tenu à citer Tal Rever-Chibowski, le directeur de la Maison de la Culture Yiddish, qui a théorisé cette question de la Renaissance, la question même de l'appellation des langues mortes et langues vivantes. Il dit que c'est une impossibilité intellectuelle de se mettre dans cette discussion. Le terme Yiddish Revival aussi, il a raison. Qui implique... Mais pourquoi ? C'est parce que le fait qu'on puisse reprendre une langue qui n'a pas été parlée et se mettre à la parler, à écrire, à lire, c'est la preuve ambulante qu'elle n'est pas morte. C'est-à-dire même parler en termes de vie et mort, c'est adopter une pensée messianique
par rapport à une chose qui ne l'est pas. Sauf si on croit que les langues, c'est deux organismes, on croit que le Messie peut faire revivre les morts. C'est une fausse discussion, justement, et que la littérature, et que la Maison de la Culture Yiddish, elle est tout à fait dans votre angle là de pensée. Moi, je crois que si, je ne veux pas parler de revival, je voudrais parler de renaissance et de redécouverte de la littérature yiddish et de la poésie yiddish. Et on est au tout début, franchement, je veux dire, en France en particulier, on ne se rend pas compte de l'immensité de ces auteurs. C'est vraiment extraordinaire, parfois. Les nouvelles, les romans, les récits ethnologiques, parfois, sur leur propre communauté, ou sur... Enfin, j'ai une discussion, malheureusement si elle m'écoute, je ne lui ai pas encore répondu parce qu'elle m'a envoyé un long mail, mais il y a quelqu'un qui a compté beaucoup pour moi, qui s'appelle Macha Fogel, qui m'a beaucoup aidé avec le casting, donc je lui rends hommage, mais j'ai cette discussion avec elle, parce que j'ai dit, je faisais une interview avec Samuel Blumenfeld du Monde, et j'avais cette... comment dire, cette statement, comme on dit en anglais, j'ai beaucoup d'anglicisme aujourd'hui, pardon. Je passe beaucoup de temps aux États-Unis, donc oui, je l'ai pas en français. Cette opinion que le yiddish n'est plus une langue véritablement vivante, parce que Macha elle était très choquée que j'ai dit ça, elle m'a envoyé un long mail pour me dire mais si, tu sais, il y a beaucoup d'endroits, etc. Mais je savais ça, évidemment, les endroits où on parle yiddish, je le sais. Je sais qu'il y a plein d'endroits où on parle yiddish. Je sais que le yiddish est parlé par des tas de gens. Mon acteur principal est yiddishophone. Du moment où il est sorti de la communauté chassidique, il n'a plus parlé yiddish. Où est le yiddish des restaurateurs, des petits cultivateurs qui avaient des petits bouts de jardin? Où est le yiddish des bottiers? Où est le yiddish des artisans? Qu'est-ce qui serait devenu ce yiddish en fait parlé par les gens qui n'étaient pas seulement religieux, puisqu'aujourd'hui le yiddish n'est parlé que par des gens qui sont qui se définissent eux-mêmes comme uniquement religieux et qui souvent, comme c'est le cas en Israël, ne veulent pas parler l'hébreu parce qu'ils considèrent l'hébreu comme une langue impure. Alors que le yiddish, c'est tout l'inverse de ça. Et beaucoup des locuteurs yiddish n'avaient aucun problème avec l'hébreu. Étaient parfois même de grands sionistes socialistes, etc. Et donc avaient une admiration pour l'hébreu. Donc où est-ce qu'on se situe? Qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? C'est-à-dire que où est le yiddish qu'on entendait à Prenzlauer Berg, à Berlin, chez les artisans? Où est le yiddish qu'on entendait... Oui, c'est clair que toute une civilisation a été anéantie. À Kiev, sur les marchés, parlés par les non-juifs. Il est où ce yiddish? Oui. C'est drôle, en Israël, dans les années 50, il y avait des ouvriers palestiniens qui parlaient yiddish. Bien sûr. Justement. Parce qu'il y avait encore une génération. Oui. Moi, j'ai habité en Israël dans un kibbutz qui s'appelle Bet Lochem Getaot, qui est très connu en Israël, puisqu'il a été créé par le fondateur de l'organisation militaire du ghetto de Varsovie, et Antek Zuckerman, et donc, enfin, il n'était pas le seul, et il a créé ce kibbutz. Moi, j'ai entendu le yiddish. Je me suis installé là-bas, j'avais 16 ou 17 ans, j'ai entendu le yiddish, là-bas. Mais il était en train de s'éteindre. Donc, je me méfie beaucoup de ça, parce que... Alors, je ne vais pas rentrer dans l'excès inverse, qui serait... la trahison de la Shoah, parce que si on commence à dire que c'est vivant, ça pose d'autres problèmes. Finalement les gens sont pas morts, donc ça pose plein de problèmes cette question-là. Oui. Il faut faire très attention, parce que si on parle de langue vivante, ok, mais elle n'est circonscrite, que à des locuteurs qui se définissent comme étant uniquement religieux, chassidiques. Je suis tout à fait d'accord, mais du fait qu'il faut sortir d'une pensée de langue morte, langue vivante, dans ce sens-là. C'est-à-dire, du moment qu'on fait qu'on change de vitesse là-dessus, on peut voir, on sort de beaucoup de problématiques justement sur
les allégories, en réalité, des métaphores qui ne représentent pas la réalité. Du moment où on parle de langue vivante, langue morte, on tombe dans un piège dont il est difficile de s'en sortir, et justement, qui nous fait passer parfois à côté des choses. Et je pense que peut-être que vous avez vu le film de Nurit Aviv, Yiddish, Oui, bien sûr. qui a fait beaucoup, justement, dans ce sens, où elle a choisi des personnages C'est un magnifique film. qui sont tombés amoureux du Yiddish et qui ont choisi d'étudier, de s'approprier le Yiddish par amour, et qui parlent de poètes yiddishophones qui ont fait la même chose, qui ont fait le choix d'écrire en yiddish, tandis que souvent leur langue maternelle c'était le polonais ou le russe ou quelque chose. Une démarche très intelligente justement par rapport à cette question. C'est d'autant plus intéressant que le yiddish a adopté beaucoup de la grammaire slave par ailleurs. Donc, mais ce que les gens définissent comme une langue germanique, c'est vrai, c'est pas vrai. Il y a aussi une influence slave très importante dans la langue. Mais avant de continuer, on va passer encore une chanson et on revient. Donc, encore une fois, Mein Shtetl Belz, sauf que cette fois-ci en polonais, et Miasteczko Belz, la version célèbre chantée en polonais par Adam Aston en 1935. Temu 20 już lat, gdym szedł w daleki, nieznany świat. Me oczy były tak pełne łez, gdym żegnał rodzinny Belz, miasteczko Belz, kochany mój Belz, maleńka mieścina, gdzie moja rodzina i dom mój był. Miasteczko Belz, kochany mój Belz, ach ileż to razy nad rzeczką ja marzył, o szczęściu śnił. Wspomnienia jasnych lat minionych tak mi drogie są. Biedne serce me stęsknione zawsze ranią i tną. Miasteczko Belz, kochany mój Belz, maleńka mieścina, gdzie moja jedyna kochała mnie. Bonsoir, je suis là avec Adi Walter sur Yiddish Heint que vous écoutez sur RCJ 94.8. Bonsoir Adi Walter. Bonsoir. On vient de parler donc de la place du Yiddish dans la création. Pendant le morceau là, vous m'avez dit quelque chose sur la tristesse et le théâtre. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'était ? Non, moi j'ai beaucoup de mal à écouter ces chansons comme étant simplement des chansons. C'est-à-dire, c'est évidemment, on ne peut pas ne pas penser évidemment au destin absolument terrifiant de ces gens, mais pas seulement de ces gens, aussi de la culture qu'ils portaient. On ne saura jamais ce que pensent les morts de la disparition de leur culture.
Qui on est nous pour parler, en fait, en vérité? C'est une question très importante. Il y a ce discours, je crois, quand il reçoit le prix Nobel de littérature de Singer, qui dit un jour ils se relèveront, ils sortiront de terre et ils seront là à demander justice pour la langue et la culture qui ont été assassinés. Il parle spécifiquement de ça. Lui, il est quand même mieux placé que nous. Et c'est aussi ce que j'ai voulu faire en fait avec mon film, c'est rendre justice à ces gens et aussi au yiddish populaire. On a tenté avec le coach, on y est arrivé je crois, de trouver le yiddish parlé par les gens, pas le yiddish des yeshivot d'aujourd'hui, qui est un yiddish d'orientation ou d'inspiration litvak, etc. Enfin, qui est un truc très normatif, ça dira peut-être rien aux gens qui écoutent l'émission, mais le yiddish des yeshivot, on va dire, enfin des écoles religieuses. Qui n'était pas le yiddish parlé par les gens très simples de la rue, voilà, et d'ailleurs très différent selon les régions, les villes, les campagnes. Bon, ça pour moi c'était fondamental de retrouver, de trouver le yiddish parlé par ces gens-là. Et le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est à la sortie d'une projection, il y a une dame qui m'a dit, qui, pour ne pas la citer, s'occupe de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et Alice Tachman qui m'a dit c'était le yiddish de mes... Ce que j'ai entendu là, c'était le yiddish de mes grands-parents. Ça, j'étais content, parce que elle vient effectivement de ce monde qui ne parle plus yiddish. Qu'est-ce qui se serait passé si les millions de locuteurs yiddish avaient survécu, n'avaient pas été détruits? On ne sait pas, on ne peut pas le savoir. Donc oui, je suis quand même empli de tristesse, et je sais qu'il est de bon ton aujourd'hui de dire qu'il ne faut pas, etc., et puis que... le judaïsme c'est la vie, etc. Bon, ok, mais néanmoins, moi j'ai traversé des moments très pessimistes par moments dans la réalisation de ce projet. Vraiment, c'est une question fondamentale pour moi, c'est-à-dire que diraient les morts en fait, que pensent les morts? C'est-à-dire, la disparition de tout ce qui a fait leur vie, de la naissance à la mort, pendant des générations. Je trouve que c'est une question qu'on ne peut pas éluder. Alors, je ne dis pas que... Évidemment, il y a des milliers de gens qui travaillent sur cette question. Je ne viens pas là avec une pensée originale. Mais Yiddish Revival, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que ça veut dire vraiment. Et oui, je suis quand même parfois empreint de mélancolie et de tristesse par pure empathie, en fait, en vérité, avec ce monde-là et ces gens. Ce n'est pas autre chose que de l'empathie. Je ne me raconte pas une histoire sur... c'est pas moi qui suis né yiddishophone dans un shtetl. Non. Donc il y a ça, et je crois que si aujourd'hui le yiddish doit vivre, et non pas revivre, comme dans le mot revival en anglais, il doit vivre sur scène, c'est-à-dire il doit vivre au théâtre en portant sur les planches des pièces en yiddish, en faisant des lectures en poésie en yiddish, parce qu'on a tous les moyens, même technologiques, de les sous-titrer, ces choses-là, de faire des films et des séries en yiddish, historiques, probablement, ou se situant dans des mondes religieux. C'est pas, je suis pas du tout, je n'ostracise pas cette question-là non plus. Mais surtout, la culture qui est formidable, qui existe dans ce que nous ont légué ces écrivains et écrivaines, ces auteurs, ces autrices, peu importe, auteur ou auteur avec un E, je sais plus, on sait plus très bien comment il faut dire, mais qui ont porté le yiddish pendant des siècles. Les contes racidiques eux-mêmes sont déjà de la littérature. J'ai ce débat-là parfois avec des gens qui me disent c'est des imbéciles, etc. Ils sont complètement idiots. Non. Bah, ils lisent déjà Rabbi Nachman. Non, mais parce qu'ils ont une tendance, beaucoup de gens qui n'aiment pas le fait religieux, ou qui n'aiment pas les religieux, les gens qui se définissent comme tels ou qui vivent comme tels de manière très ostentatoire, ils ont tendance à dire de toute façon c'est des imbéciles, etc. Machin. Mais bon, la réalité c'est qu'aussi à la source religieuse populaire qui est le racidisme, il y a déjà des récits qui sont très forts. Et d'ailleurs, desquels étaient nourris aussi les écrivains dont on parle, les écrivains modernes. Mais c'est vrai que faisons découvrir cette langue par les créateurs qui l'ont portée. C'est ça l'avenir du yiddish. C'est pas se raconter des histoires. Il y a peut-être des gens qui vont vous écrire, qui vont pas être contents. Oui, il n'y a pas de souci. Vous exprimez votre avis, elle est tout à fait légitime, je crois. Alors... ayant vu et revu ce film plusieurs fois, je vais parler de sa fin. Pas révéler ce qui arrive à la fin du film, mais ce qui arrive à la fin du générique
justement. Parce que par rapport à cette question de la tristesse et la mélancolie et l'avenir, dans les premières versions que moi j'ai vues du film, après le générique, tout d'un coup, la caméra, elle se met à se balader dans la forêt, puis elle arrive à la rivière, il y a de la couleur, on entend des morceaux de boîte de nuit, et on voit toute la distribution en tenue moderne, en train de danser au bord de la rivière, à se faire la fête, à s'embrasser, à boire et à fêter. Et puis, ça, vous l'avez coupé de la version finale. Oui. Et je me suis demandé pourquoi. Alors, alors déjà, il y a une fin dont je ne vais pas parler là, mais qui était suffisamment dure pour laisser les gens être habités d'un moment de tristesse qui les empare toujours à la fin du film. Et j'ai fait le choix finalement d'utiliser des images réelles, je dis réelles parce que ce sont des photographies. Le cinéma sauve rien. Il y a des gens qui se racontent des histoires sur le cinéma aussi. Ça ressuscite pas les morts, le cinéma. On peut croire tout ce qu'on veut. Il y a des grands démiurges du cinéma qui ont des propos sur le cinéma, ça sauve personne. Mais ça donne la possibilité, un temps finalement assez court pour, par exemple, donner à voir ou à donner à ressentir ce qui n'est plus. Ça, le cinéma peut. Et je trouvais donc, parce que je sais que le cinéma est une fiction, qu'il était important finalement de mettre des images réelles, des photographies donc, de ce village qui a été inspirant, entre guillemets pour moi, historiquement, qui s'appelle Sokal, qui se situe en Galicie, dont on pense que c'est peut-être le village qui a connu son premier massacre de juifs dans les heures de l'opération, les premières heures de l'opération Barbarossa, commis par la 17e armée de la Wehrmacht. Donc, et non pas de la SS ou de qui on veut, c'était l'armée régulière allemande. Donc, j'ai pensé à un moment que ça, c'était plus important, c'est-à-dire que les gens aient la capacité, il y a un noir qui est assez long à la fin du film, qui dure une quinzaine de secondes, 13 secondes, permet aux gens d'être habités de cette tristesse dont on parlait précédemment, parce que c'est important. Et puis de voir les véritables visages de ces gens. J'avais effectivement une autre idée au départ, qui était, parce qu'elle recoupe la question qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire, où sont les morts ? Moi, je vis avec cette question. Je veux dire, je me pose en permanence cette question-là. Où sont les morts ? Voilà. Et j'avais envie d'imaginer qu'ils étaient dans un endroit, une sorte de limbe, comme ça, quelque chose où, finalement, s'ils n'avaient pas été assassinés, ils auraient pu vivre leur vie de jeunes. Parce que c'est ça, la Shoah, finalement. C'est la privation du futur. C'est la privation des destins. C'est les destins individuels non accomplis. C'est vrai que moi, je déteste aussi cette espèce de folklorisation à outrance, ou même quand on dit les juifs, qu'est-ce que ça veut dire les juifs ? Personne ne sait ce que ça veut dire les juifs. Si quelqu'un a la réponse, c'est Maïmonide qui dit juif celui qui dit qu'il est. Enfin, je sais plus, je crois que Ben Gurion a dit à peu près la même chose. Mais c'était une question, c'est-à-dire qui était essentielle. Voilà, c'est vrai que je me suis posé un moment la question. Je me suis dit, je vais faire une scène. On va voir ces gens, ces jeunes, en fait, parce qu'il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs. Enfin, de jeunes hommes, de jeunes femmes, d'hommes d'âge moyen et d'âge mûr, et de femmes d'âge moyen et d'âge mûr, qui soit auraient réalisé un avenir professionnel ou familial, ou auraient connu leurs petits-enfants. Enfin, je voulais montrer quelque chose de moderne comme ça, en partant pour montrer ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les juifs qui sont assassinés dans la Shoah, c'est des gens, des personnes d'origine juive. Mais c'est d'abord des personnes. Mais au final, vous avez décidé de ne pas pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire le primat
que j'ai voulu donner à la photographie et donc aux gens eux-mêmes. Aux gens réels. Et pas qui une se énième sont projection de mon cerveau de cinéaste malade. Ah ouais. Donc ça a été un vrai débat, ça a été en vérité, j'en rigole un peu aujourd'hui, mais ça a été une vraie discussion. C'est certainement la chose la plus compliquée que j'ai dû trancher. Oui, moi, ça m'a beaucoup ému les deux versions, justement. Ouais. On fera peut-être un jour un Redux, tu sais, ou une sortie, vous savez, une sortie... Director's Cut. Voilà. En boîte. Non, mais en vérité, il n'y a pas de Director's Cut parce que moi, j'ai vraiment un moment, j'ai tranché, moi. J'ai dit, ok, bon, il faut qu'on voit les gens et celui par lequel, par exemple, le récit ou l'impossibilité du récit est passé, qui est mon grand-père, qui le film termine avec une photo de mon grand-père. C'est aussi une manière pour moi de me situer par rapport à cette histoire. Ouais. Bon, pour parler un tout petit peu d'avenir également, quels sont vos projets actuellement? Est-ce qu'il y a du yiddish dans vos projets? Est-ce qu'il y a encore... Alors oui, il y a un peu d'yiddish. Je prépare un film aux États-Unis je développe plus exactement un film aux États-Unis qui va s'appeler Fever, donc, mais qui se situe, qui en fait, Shtetl pour moi est le premier film d'une trilogie que je veux faire sur la Seconde Guerre mondiale. Et donc pour ce deuxième film, on est avec des jeunes Américains de l'infanterie sur une route en Normandie. Et donc c'est un film sur la peur. Hein. Donc c'est un film sur la peur de la peur de mourir. Donc ça se situe. Je situe le film dans une bataille extrêmement violente dont on dit qu'elle est celle qui a causé le plus de morts par mètre carré de tout le front ouest. Et j'ai des soldats, des jeunes de Brooklyn, du Queens, alors justement qui eux sont encore dans une forme de yiddish vivant qui est celui de leurs parents souvent. Ou du Bronx, qui, face à la peur de mourir et la violence des combats, ont une tendance, comme c'est souvent avéré dans ces moments-là, à jurer ou à revenir à des expressions ou à des dialogues de la langue qu'on a entendue quand on était enfant. Donc les portoricains se remettent à parler espagnol, entre eux, Voilà, parce que c'est la langue, souvent on revient à la langue comme ça de l'enfance quand on est face à des moments d'un tel stress. Donc il y aura un petit peu d'yiddish, mais ça sera plutôt le yiddish le yiddish déjà new-yorkais, c'est-à-dire le yiddish urbain de Brooklyn. En tout cas, je me réjouis que ce sera du yiddish recherché, c'est-à-dire que ce sera du yiddish où celui qui fait parler les gens en yiddish, il a des pensées derrière et pas juste pour faire entendre. Ça sera beaucoup de gros mots. Parce que j'aime bien les gros mots. Tant mieux. En yiddish, il y en a des très beaux. D'ailleurs, j'ai vu l'autre jour un reportage très drôle où il y avait des racidim à qui on disait « Mais pourquoi tu dis que c'est une langue impure, le yiddish ?» Et le type répond « Parce qu'il n'y a pas de gros mots. » Pourquoi tu dis pardon que le yiddish n'est pas une langue impure et que l'hébreu est une langue impure? Et il a répondu parce que dans le yiddish il n'y a pas de gros mots. Je lui dis tu as mal lu le yiddish, on t'a pas enseigné correctement. Mais c'est une langue avec un lexique de jurons absolument phénoménal. Donc voilà. Il y aura effectivement sans doute un petit travail sur le yiddish américain. Super. Bon, on arrive à la fin de notre interview. Merci beaucoup, Adi Walter, merci à vous d'avoir été là avec nous. Avec plaisir. Et merci à vous, nos auditeurs, d'avoir été avec nous ce soir ici sur Yiddishheim. Merci à Daniel à la technique. On vous laisse ce soir avec un dernier morceau, Proche Odessa, Au revoir Odessa, interprété par Olga Mieleshchuk, une interprétation récente qui raconte justement un adieu d'Odessa qu'on aimerait peut-être revoir aussi dans les jours à venir. Pour finir avec un mot d'hébreu, je dirais Bessimcha. Voilà. Merci à Walter. Merci beaucoup.
ирнук дирвелик бенкен горане бида. Эх, Одесса, прощайте, ребята, кричите всех ура. Мир волонцик дует, виола буржует. Эх, Одесса, мама, я люблю тебя. Ihr wollt doch hingeflogen, als steht it vor die Augen. Artiste Moldavanker mit der ganzen Hand. Es gehen mit die Krellen, was scheinige Mamsellen. In die Traktieren trinkt man sich dort Chai. Die Appen Honorove, ois geht Pizz Frontove. Die Watzelech verdreht und die Schubschik in der Bock. Kleben fast und trinkt man, Liedlich dort singt man. In die Gassen tanzt man, Ruski Kasachan. Кричите всех ура, мир волонцик дует, виола буржует. Эх, Одесса, мама, я люблю тебя. Flüssig noch dir Bänden, ständig noch dir denken. Die Odessa, Mama, vergessen will ich nicht. Trink sich dort in Wodka, verbeiß mich als Lotke. Und all die ganze Glotke singen sich ein Lied. Die schickste Zeug wird Schlitten, Weinke sitzen mitten. Spielt heute Granaschke, Volga Tvoja. Die schickste Sommerfeier, die Liebe ist auch frei. Эх, Одесса, мама, я люблю тебя. Эх, Одесса, прощай, Одесса, ирнук дирвелик бенкен, мама ты моя. Эх, Одесса, прощай, Одесса, ирнук дирвелик